Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons-en, votre nouvelle émission d'économie en Vendée. Une émission exigeante mais qui ne se prendra pas la tête. En collaboration avec l'informateur judiciaire, une fois par mois, nous allons décrypter les enjeux économiques de notre département et on va commencer forcément par ce fameux modèle économique. Il fait notre réputation dans toute la France, voire même au-delà. Les Vendéens sont des travailleurs qui restent toute leur carrière dans la même entreprise. Ils ne font pas grève et ils retrouvent même le week-end leur patron à la buvette du club de basket. Mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? C'est ce qu'on va tenter de voir pendant toute cette heure en croisant le regard d'experts mais aussi de patrons vendéens. Et pour m'accompagner, Marie Laudoire, bonjour. Bonjour Aubéry. Vous êtes journaliste à l'IJ, l'informateur judiciaire en Vendée. Alors en quelques mots, si on a des auditeurs qui ne vous lisent pas encore, c'est quoi l'informateur judiciaire ? Alors, pour faire très simple, c'est un mensuel économique régional qui est présent en Pays de la Loire depuis environ une centaine d'années. Alors, historiquement, nous diffusons des annonces légales, mais nous traitons aussi l'actualité économique locale. Nos lecteurs sont majoritairement des chefs d'entreprise, mais aussi du monde des affaires et le grand public est bienvenu également. On pourra trouver l'IJ et ses articles sur Internet. Vous pourrez aussi réécouter cette émission sur rcf.fr. Mais d'abord, pour qu'on soit tous d'accord, on va essayer de définir ce fameux modèle économique pour qu'on ait tous les mêmes bases pour l'heure qui vient. Il ressemble à quoi aujourd'hui, Marie, ce modèle ? Parfois qualifié de petit miracle de l'économie française, l'écosystème vendéen repose sur un modèle singulier, marqué par des valeurs fortes comme la résilience ou la solidarité, un ancrage territorial solide et un état d'esprit conquérant. Cette terre catholique, située entre mer et bocage, affiche d'excellentes performances et cultive de façon décomplexée le plein emploi, notamment dans le bassin des herbiers où le taux de chômage est 2 fois moins élevé qu'à l'échelle nationale, culminant à 3,8%. Mais alors, c'est quoi les atouts qu'on a ici en Vendée ? Le premier atout de l'économie vendéenne, c'est son industrie. Alors que la France s'enfonce depuis 25 ans dans la désindustrialisation, la Vendée fait figure d'exception avec un secteur industriel dynamique, dense et diversifié qui représente 20% des emplois contre 13% ailleurs. Véritable locomotive, vous l'avez compris, l'industrie vendéenne est passée de 40 000 salariés en 1975 à plus de 55 000 en 2023, autour de secteurs variés comme la métallurgie, l'agroalimentaire, la construction navale, le textile ou encore les équipements. On y trouve quelques beaux fleurons. Alors, je vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais parmi eux, il y a Fleury-Michon, Sodebo ou encore Cugnot. Sur cette même période, 1975-2023, la France perdait, elle, 43% de ses emplois industriels. Vous avez cité, Marie, quelques-uns des grands noms des fleurons vendéens, mais il n'y a pas que qui font la Vendée. Étroitement connectée effectivement au bassin nantais et choletais, la Vendée se caractérise également par un écosystème à taille humaine où les entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI, concentrent 37% des emplois contre 26% en moyenne en France. Porté par de nombreuses entreprises familiales, c'est un modèle paternaliste à la main-d'œuvre dévouée. La Vendée n'a en effet pas une grande culture syndicale. Ici, pas de grande métropole écrasante. Le département est une intercommunalité à lui tout seul grâce à un désenclavement routier et autoroutier facilitant la circulation de marchandises. Alors d'accord, il n'y a pas de métropole écrasante, mais quand même, tous les territoires sont pas logés à la même enseigne. Effectivement, l'économie fertile de la Vendée cache en effet des inégalités territoriales persistantes. Avec la crise, ces déséquilibres se renforcent. Ainsi, selon une enquête de l'INSEE de juin 2025, le sud-est du département concentre les fragilités économiques.
Fin 2024, le taux de chômage était de 6,4% dans le bassin de Fontenay-le-Comte, soit près de 2 fois plus que du côté des herbiers. Alors, on a parlé de ce qui se passait à l'intérieur de la Vendée, mais on le sait, à l'extérieur, il y a des crises économiques, des crises politiques, un contexte géopolitique qui est quand même assez tendu. Comment est-ce que s'en sort notre modèle vendéen ? Depuis plus d'un an, des mastodontes historiques sont fragilisés. On pourrait citer par exemple les meubles Gauthier qui sont en redressement judiciaire depuis plus d'un an, ou encore le géant Beneteau, le chômage partiel mis en place dans ces usines depuis l'été 2024 n'a pas empêché une baisse de son chiffre d'affaires de 24% sur les 6 premiers mois de l'année, malgré une hausse des prises de commandes et une trésorerie solide, cite la direction. Combien de temps encore l'entreprise aux 6500 collaborateurs et cotée en bourse va-t-elle pouvoir résister à une vague massive de licenciements? Autre cas critique, il y a celui de Dantec, qui est le père du mini lave-vaisselle Bob, qui a été placé lui aussi en redressement judiciaire en mars dernier, en cause, pour faire court et simple, une levée de fonds de 6 millions d'euros qui a été lancée en 2024 et qui reste inachevée, ce qui empêche assez logiquement l'entreprise de financer sa nouvelle phase de développement, à savoir la construction d'une nouvelle usine et le lancement d'un four multifonction Joe. On a parlé de ces entreprises familiales et forcément, à un moment donné, les fondateurs, ils partent à la retraite et ça aussi, ça a des conséquences. Effectivement, les entreprises familiales qui sont le cœur de ce modèle, eh bien, dans ces entreprises familiales, vous l'avez dit au Berry, les capitaines d'industrie tirent leur révérence les uns après les autres. Alors ainsi, la question du renouvellement du leadership et de la transmission des compétences se pose avec force. Peut-être ici, plus qu'ailleurs, d'autant plus que le rapport au travail et à l'entreprise des nouvelles générations de salariés et d'entrepreneurs change, l'engagement évolue, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle devient une priorité, certains métiers n'attirent plus, et la Vendée n'est pas épargnée par ces changements, et certains secteurs phares peinent à recruter, notamment dans l'industrie, le BTP ou encore l'hôtellerie-restauration. Et la question qui se pose, est-ce que tout ça, c'est le signe de la fin d'une époque? Est-ce que le modèle économique vendéen est-il toujours pertinent ou doit-il se réinventer? Si oui, comment concilier tous ces changements sans perdre son ADN? Bref, à quoi ressemblera l'économie vendéenne demain? Est-il toujours bon d'entreprendre en Vendée? Et c'est la question qu'on va pouvoir poser à nos invités. Ils sont 3 autour de la table. Guillaume Lagatinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant, expert conférencier, chargé de mission déléguée au sein de l'association Cahier. Elle est basée à Nantes, cette association, et elle est spécialisée dans l'histoire de l'économie locale. Pierre-Emmanuel Turpot, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et associé du cabinet de conseil en stratégie et développement Hercule P. Vous êtes aussi le coprésident du COMEX 40 Vendée aux côtés de Victoire de Villiers. On en parlera tout à l'heure. Et puis André Barthaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Amicaline, ancien président de l'entreprise. Vous êtes aussi le fondateur du Fonds pour préserver le patrimoine industriel vendéen. Vous êtes l'un des pionniers de ce modèle. Est-ce que la définition que Marie vient d'en faire, elle vous paraît pertinente? Elle a été brillante, elle a été claire. J'apprécie franchement le propos. Merci. Comment il a été créé selon vous ce modèle? Parce que vous étiez vraiment au départ, vous faites partie de ces capitaines d'industrie qui sont partis à la retraite. Je crois que la particularité de la Vendée, et puis en ce qui concerne ma propre entreprise, je crois que c'est une initiative très locale, à une période où le chômage battait son plein. Et j'ai pensé que le développement de mon entreprise au travers de la création d'une unité de production et le développement d'un réseau de franchise pouvait être une solution. Mais il est vrai que je n'ai pas été le seul dans ma région. On a vu émerger Gastromère, par exemple, qui est du même type. C'est-à-dire que c'est notre souci de l'emploi, créer de l'emploi pour notre petite région, notre petit coin de Vendée, dans le Marais breton, qui nous a mis le pied à l'étrier.
On va reparler de cette solidarité et puis de ce qui existe et de savoir s'il y en a encore dans Solidarité. On verra ça avec vous, notamment Pierre-Emmanuel, puisque vous êtes la relève de ce modèle, si on peut dire. Guylain de La Gâtinais, ce modèle économique, on peut le retrouver ailleurs. Il est ailleurs en France ou alors c'est vraiment que vendéen et on a raison d'être chauvin? Il est que vendéen, mais il a des déclinaisons dans d'autres départements, pas trop loin de chez nous, la Mayenne. Repose un peu sur le même modèle, même si la géographie, l'histoire n'est pas la même. Mais au niveau de la résilience dont on parlait tout à l'heure, au niveau de l'ancrage, au niveau d'un certain nombre de concepts encore utilisés en Vendée, la tradition, le patrimoine, l'enracinement sont des termes très vivaces et qui perpétuent ce modèle vendéen et qui l'ancrent. Donc voilà un petit peu le... Mais on parle pas de modèle mayennais. La Mayenne n'est pas connue en Europe pour son jeune emploi. C'était vraiment l'exemple à côté. Enfin, il y a d'autres départements, d'autres régions avec des identités fortes. Si on va au Pays Basque, qui sont carrément, ils sont pas séparés des Pyrénées Atlantiques, mais ils ont créé une intercommunalité parce qu'ils ont une identité forte. Donc il y a un moteur qui joue énormément. En Alsace, c'est un petit peu pareil, mais le modèle vendéen qui a eu aussi à travers l'histoire sa propre vie et reste significatif malgré tout. Il y a quand même une particularité en Vendée, c'est cette fameuse solidarité, entraide entre les entrepreneurs vendéens. Vous pouvez peut-être nous en parler les uns et les autres? Alors en fait, on retrouve ça très loin dans l'histoire, sans revenir au Moyen-Âge. On pense que l'économie vendéenne, elle est récente, oui, dans son modèle actuel, mais ce modèle prend ses racines très loin. Il y a eu les guerres de Vendée, hein, de toute façon, ce qui a forgé aussi l'identité vendéenne. Et donc, quand après la Révolution, il y a eu pendant la Révolution et la Terreur, plus exactement, cette table rase, il a fallu se relever. Donc, de toute façon, être solidaire, retrouver des racines, retrouver des lignes de mire. Et c'est vrai que le clergé en Vendée a pas mal aidé. Donc, ces valeurs sont des valeurs, on va dire, peut-être sociales chrétienne, comme on le disait tout à l'heure. Ça paraît assez fou, notamment quand on n'est pas vendéen, de se dire que 1793, ça influe encore l'économie aujourd'hui. Comment est-ce que vous l'avez senti, André Barthaud, quand vous avez fondé la Micaline? Moi, je reste convaincu que les gènes se passent de père en fils, si on peut dire, que ce soit professionnel, que ce soit philosophique. Et je crois que ça a traversé le temps et que la Vendée était mise à plat. Et que finalement, derrière cette mise à plat, il y a eu des initiatives qui sont effectivement créées avec une solidarité économique au travers du clergé, notamment, qui a bien participé à tout ça. Il y a eu cette espèce d'éveil qui, aujourd'hui, a encore des traces dans nos comportements d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une valeur que je crois qui perdure. Pierre-Emmanuel Turpot, je vous vois hocher la tête. Vous aussi, vous le sentez encore, cette influence guerre de Vendée? Je pense effectivement, et c'était une très belle définition, une très belle introduction de ce modèle vendéen. Moi, quand j'y réfléchissais là, en vous écoutant, pour moi, c'est un collectif. On a parlé de solidarité d'hommes et de femmes, et ce à quoi je pensais, c'est qu'on a la volonté de garder leur destin en main. Et effectivement, je trouve qu'on trouve cette genèse-là au moment des guerres de Vendée, et une volonté je sais pas si c'est le terme souveraineté, mais de garder son destin en main, garder son identité, avec un certain nombre de valeurs dont on a parlé, et peut-être celle qu'on n'a pas évoquée, c'est aussi cette humilité qui justement ont permis de garder le lien entre les personnes et le lien entre les chefs d'entreprise et leurs salariés et leurs équipes. Et ça, je pense que c'est important. On aime chasser en meute aussi en Vendée. On entend souvent ce terme-là, effectivement. C'est encore le cas aujourd'hui ? Tout à fait. Moi, je pense que le tissu économique vendéen est très solidaire, même si ça ne se voit pas, ça se voit pas dans la rue spécialement. Mais il y a un tissu, par exemple, d'APM, Association Progrès Management, extrêmement dense. Je crois pas me tromper en disant, je crois qu'il y a 5 clubs qui réunissent je ne sais combien de participants, mais c'est assez important et ça crée une dynamique à la fois collaborative, mais philosophiquement, c'est très bon. Parce qu'en fait, on se sent pas seul, alors que quand on est à la barre d'une entreprise, la solitude, c'est souvent omniprésent.
Donc je crois que ce tissu vendéen, il est particulièrement solidaire. Maintenant, est-ce que ça perdurera ? C'est une autre paire de manches, parce que bon, il est vrai que les mentalités bougent, que ce soit au niveau du personnel, que ce soit au niveau de l'évolution des entreprises et leur succession, leur remplacement parfois. Donc voilà, on reste quand même... moi, j'ai la foi en l'avenir de la Vendée sur ce plan-là, comme dans beaucoup d'autres plans. On a des exemples remarquables sur la solidarité. Justement, j'allais vous en demander, parce que nos auditeurs, ils comprennent pas. Enfin, faire partie d'un club et réfléchir au management, ça fait pas de la solidarité, quoi. Si, ça crée de la solidarité parce qu'on partage des problématiques communes. Et à chaque fois, donc, ces experts qui interviennent, pas simplement en Vendée, mais dans beaucoup de départements, ces experts apportent des regards ouverts sur des thématiques nouvelles et nous interpellent sur notre propre sort, sur notre propre destin. Donc ça, c'est absolument formidable, il faut le conserver. Et ces jeunes entrepreneurs qui sont adhérents à tous ces clubs sont les moteurs de demain. Et cette culture-là, ils l'entretiennent au travers de cette démarche, entre autres. Guylain de la Gâtinais, vous vouliez réagir ? Oui, il y a une expression qui peut être intéressante, c'est mouiller le maillot, en fait. Et en fait, tout le monde va tirer dans le même sens. C'est assez significatif. On a vu des grands hommes en Vendée émerger politiquement et réussir leur deal. Delotte de Tassigny, et puis vous les connaissez. Hein. Bon, on connaît les grands hommes de notre histoire. Clémenceau, Delotte de Tassigny étaient complètement opposés politiquement et qui ont réussi à exister au niveau national. Bon, puis on voit bien qu'en Vendée, il y a un terreau pour les initiatives fortes. Donc je crois, moi, en l'avenir, et sur ce terreau. Maintenant, ça se protège, ça s'entretient, et il faut effectivement le cultiver. Guylain de la Gâtinais, il y a aussi une spécificité vendéenne, c'est qu'il y a un aménagement du territoire qui est favorable, hein, notamment par rapport aux voisins. Exactement, puisque aux côtés des entrepreneurs, on a aussi en Vendée depuis plusieurs décennies des politiques qui vont être tout à fait à l'écoute des entrepreneurs. C'est sans doute plus vrai que dans certains départements. Je reviens à la Mayenne, il y a un petit peu aussi ça... J'ai rien contre les Mayennais. Non, mais c'est nos voisins, c'est le département le plus proche, parce que plus rural que si on prend les Pays de la Loire, que les 3 autres qui restent. Hein. Mais effectivement, c'est symptomatique. Le désenclavement de la Vendée, les routes vendéennes, même d'ailleurs l'électrification des lignes de train, et là encore... Parler de bord opposé, électrification Nantes-Bordeaux, c'était derrière la gauche, et les routes, c'est le conseil départemental. Donc il y a véritablement un désenclavement qui permet aussi d'aller dans tout point de la Vendée et qui est assez spectaculaire. Alors le premier maillage d'ailleurs avait été pensé politiquement par Napoléon, partant de la Roche, on parle de toile d'araignée, mais enfin en tout cas un maillage très bonapartiste de la Vendée, mais qui a été poursuivi et surtout forme de radiale et de rocade par au cours des 40 dernières années. Mais et pourtant on a quand même, alors certes on s'en sort bien, certes c'est quand même un taux de chômage qui est en dessous de la moyenne nationale, mais il y a toujours ce Sud Vendée qui décolle, mais quand même pas autant que le reste, quoi. Oui, parce que on parlait tout à l'heure quand Marie a présenté, de la proximité au nord de la Loire-Atlantique et puis à l'est du Choletais. C'est vrai que ce sont des régions très dynamiques. Pour rejoindre La Rochelle, et encore qui est un peu isolée, il faut passer effectivement ce marais. Mais l'histoire a parlé. Avant le marais, c'était de l'eau il y a 2000 ans. Et puis il y a eu des choses. Il y a eu de l'économie au sud. Il y en a toujours, bien évidemment. Et tout n'est pas, fort heureusement, condamné, loin de là, dans le sud Vendée, puisque il y a justement cette solidarité globale de la Vendée. Mais là, l'histoire a parlé. Il y a ce Poitou avec beaucoup de protestants qu'il y avait avant à la révocation de l'édit de Nantes, et les protestants étaient des investisseurs importants dans le sud Vendée. Fontenay, si Fontenay existe, c'est que même Luçon. C'est parce que Luçon c'est un peu différent, mais Fontenay c'est parce que on a aussi les points de vin protestants qui ont beaucoup investi. À la révocation de l'édit de Nantes, ils sont partis. Alors ils ont quitté.
en Vendée, on a Saint-Laurent, c'est pas dans le même sur le même territoire, mais ils sont partis les Vendéens du Sud sur le Saint-Laurent au Canada. Donc voilà, il y a eu cet écroulement. Au moment où ça redécollait, où de nouveau des négociants poitevins recommençaient à dynamiser le Sud Vendée, il y a eu la Révolution. Donc on est reparti à zéro. Et puis finalement le 19e siècle c'est le développement du textile avec le Choletais qui va on va dire s'étendre ou étendre ses ateliers dans le bocage et puis l'expansion de l'industrie allo-portuaire de la Loire-Atlantique qui aussi attire. Donc finalement effectivement le Sud bien qu'il ait été désenclavé et malgré tout se développe, n'est pas au niveau du nord ou de la façade atlantique vendéenne. Pierre-Emmanuel Turpot, pardon, Pierre-Emmanuel voulait réagir ? Oui, alors j'avais plusieurs points effectivement par rapport aux propos où on chasse en meute. Et je pense, pour moi effectivement il y a ces groupes de chefs d'entreprise qui réfléchissent. Mais je pense que ça va au-delà des chefs d'entreprise et je pense que quand on dit on chasse en meute, on parle aussi au-delà des chefs d'entreprise, des politiques. En fait, tout le tissu économique local travaille ensemble, en commun. Et je pense que c'est encore une particularité en fait que je considère, c'est les hommes et les femmes qui travaillent collectivement avec solidarité. Elles ont une vision commune et elles mettent en priorité le collectif et l'obtention d'une performance et d'une vision commune en avant par rapport à une performance individuelle. Et le sentiment que j'ai, c'est quand on a un chef d'entreprise qui prend une décision sur le territoire, il n'a pas forcément uniquement le critère économique quand il va prendre la décision de faire travailler un sous-traitant local. Le critère, ça va au-delà et je pense que c'est très certainement un peu plus cher, voilà. Mais finalement, il y a d'autres choses. Et je pense que le patron vendéen, enfin, en tout cas, c'est mon sentiment, il travaille sur un triptyque qui amène effectivement à un sujet de performance. C'est, je suis impliqué, alors je vais dire le terme planète, mais en tout cas, je suis impliqué sur mon territoire et dans mon environnement et c'est nécessaire que cet environnement-là, il soit performant pour ma performance individuelle de mon entreprise. En même temps, j'ai la capacité et j'assume la nécessité de faire du profit pour mon entreprise parce qu'il n'y a pas de pérennité d'une entreprise sans profit. Et puis j'ai le troisième critère qui est indissociable des deux autres, c'est je ne peux pas mener mon projet entrepreneurial en tant que chef d'entreprise sans mes équipes, sans les personnes qui composent mon entreprise. Et ça, je pense que souvent, on parle des chefs d'entreprise en disant quelles sont les priorités, et je pense que l'entrepreneur vendéen a compris que la durabilité passait par ne pas faire de choix sur ces trois critères, mais de travailler sur ces trois éléments-là. Et c'est quelque chose que vous sentez encore aujourd'hui dans cette nouvelle génération autre que ces capitaines d'industrie ? Oui. Oui, je le ressens et je pense aussi parce qu'il y a une notion d'exemplarité et quand on a des exemples devant nous, on peut s'appuyer là-dessus. Oui, effectivement, il y a un gros mot qui existe assez peu dans le vocabulaire économique, c'est la philanthropie. Et évidemment, on ne va pas dire qu'on est philanthrope à 100%, mais l'esprit, l'âme du chef d'entreprise, on est imprégné de ça. Il y a quelque chose pour ce qui est de ma génération, c'est que la priorité, c'est l'entreprise est un espace de vie, pour moi personnellement, là du coup je n'engage que moi, un espace de vie avant d'être un espace économique. Alors, de vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une collaboration étroite, forte, solidaire avec l'ensemble du personnel, avec les cadres, bien sûr, avec les clients également, avec tous ceux qui gravitent autour de l'entreprise, c'est-à-dire les fournisseurs, les prestataires de services. Il y a une espèce de communion, on va dire une communion, qui fait qu'on passe par-dessus on passe en particulier au crible l'état de santé de l'entreprise, mais que le dernier sujet, c'est oui, on doit gagner de l'argent, mais avant, il faut que tout le monde s'en sorte. Alors, on n'a pas la réputation d'être les meilleurs patrons du monde, loin de là. Mais il y a un état d'esprit, et c'est cet état d'esprit qui fait cette particularité. C'est un état d'esprit qui est partagé avec le personnel. Maintenant, est-ce qu'avec les populations qui bougent, qui se brassent, est-ce que ça perdurera ? C'est une autre histoire. Mais il faut le souhaiter.
C'est la question que j'allais vous poser, Pierre-Emmanuel Turpot. Est-ce que cet état d'esprit, cette vision, elle change avec les nouvelles générations, que ce soit de salariés et d'entrepreneurs aussi, de dirigeants? Alors oui, effectivement, elle change. Et puis de toute façon, on est dans un monde qui change. On est dans un monde qui bouge et on peut pas lutter contre. Il va falloir s'adapter. Et je pense qu'on a su faire preuve d'agilité et de flexibilité. Et donc, je suis persuadé que les chefs d'entreprise et les nouveaux chefs d'entreprise en Vendée sauront s'adapter. Ils sont, je sais pas si c'est philanthrope, mais en tout cas pragmatique. Oui. Pragmatique. Mais peut-être un peu moins d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra. En tout cas, ce qui me marque dans ma mission au COMEX, c'est peut-être l'occasion effectivement d'en parler. Moi, je suis engagé dans le COMEX 40, qui est un comité au sein du MEDEF, et j'anime ce comité qui réunit un certain nombre de chefs d'entreprise ou de décideurs d'entreprise de moins de 40 ans, avec pour vocation finalement de réfléchir aux enjeux sociétaux et de leurs impacts sur le territoire. Et avec une mission qui est faire des synergies, faire des ponts entre justement les agents économiques, les élus, les chefs d'entreprise du territoire. Le modèle, finalement. On va essayer de pérenniser le modèle et on réfléchit effectivement à ce miracle vendéen. Et c'est marrant quand on est une petite équipe. On a démarré il y a quelques mois. C'était le 6 juin avec Victoire de Villiers. Et depuis, on a pu réunir autour de nous 16 chefs d'entreprise et décideurs. Et dans ces 16, il y a des gens qui sont finalement issus de Vendée, et il y en a qui sont venus rejoindre le miracle vendéen. Et ce que je trouve à chaque fois que je discute avec eux, ils ont pour ambition, pour volonté de s'inscrire dans les pas de ce modèle. Et ça rend optimiste plutôt sur effectivement la pérennité du modèle. Mais pour autant, peut-être la question, c'est qu'est-ce qu'il va falloir changer pour le pérenniser. On fait plus carrière maintenant. À votre époque, André, on rentrait à la Micaline, on y restait les 45 ans et il fallait qu'on travaille et puis on changeait pas d'entreprise, quoi. C'est vrai que il y a une fidélité qui existe sans doute un peu moins maintenant, mais néanmoins, les gens d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. C'est les mentalités qui ont bougé, mais ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin d'exister et cette capacité de reconnaissance et de responsabilisation qu'on leur donne aide à maintenir les gens. C'est-à-dire, on donne un sens au travail. Enfin, moi, personnellement, je me suis battu pour ça, et je crois que l'argent étant, je suis gonflé de dire ça, mais l'argent étant secondaire, je pense que de créer un climat produit du résultat financier comme du résultat philosophique pour l'ensemble du personnel et puis pour la santé morale de tous les gens concernés. Mais c'est un vrai boulot. C'est un boulot à part entière. C'est encore possible, ça, Pierre-Emmanuel, vous, dans votre propre expérience, on l'a dit, vous accompagnez, vous réfléchissez avec le COMEX 40, mais votre métier, c'est un cabinet de conseil en stratégie et développement. C'est encore possible de mettre l'argent au second plan et que le plus important, ça soit le climat ? Alors non, et d'ailleurs moi je sais pas si je l'ai mis au second plan. Ce que j'exprimais, c'est qu'il y a pas de priorité entre le sujet de la planète, ou en tout cas l'environnement, le sujet de la économique, du profit. On doit faire, pour pérenniser l'entreprise, il faut qu'elle fasse du profit, il faut l'assumer, et c'est assumé. Et les salariés, finalement, pour moi, c'est un triptyque c'est un tabouret, quoi. On peut pas de toute façon couper un des pieds de la chaise parce que sinon on se casse la figure. On peut faire du profit puis avoir de personnel et le projet ne marche plus. On peut avoir tout le personnel et puis finalement, si on a plusieurs années, on n'est pas comme le pays. On peut avoir plusieurs années en déficit et puis c'est fini. Et on en a parlé. Vous avez évoqué en introduction effectivement malheureusement des sociétés qui sont en redressement judiciaire. Donc il faut assumer finalement ces trois éléments. Après, je pense que l'aspect économique reste quand même la finalité de l'histoire. Mais c'est qu'après. Le résultat ne vient qu'après. C'est peut-être en même temps, mais je ne sais pas si c'est la mode. Si l'âme, le courage, l'esprit du groupe, du collectif, reste actif, vivant, dynamique, avec une ambition, une vision, le résultat sera au rendez-vous, assurément. Où la panne peut provenir, je le sais, parce qu'on passe une période très très difficile, et je suis, comme les autres entrepreneurs, touché par cette difficulté temporaire, que j'espère temporaire. C'est le manque de lisibilité, l'absence de vision, l'absence d'engouement pour un devenir.
Mais quand tout ça s'est réglé grâce à des entreprises comme la vôtre qui apportent des conseils, quand tout ça s'est réglé, le reste vient tout seul. Mais je crois que c'est vraiment le moteur. C'est le moteur. Et je dirais qu'il y a un mot qui, par-dessus tout, couvre cet état d'esprit, c'est l'amour. Alors l'amour, je le dis avec un grand A, celui qui est dans une entreprise doit être quelque part amoureux du travail qu'il fait, amoureux des produits qu'il fabrique, fier de ce qu'il fait, fort de ce que l'entreprise joue comme va-tout, parce que c'est toujours un enjeu. Une entreprise, c'est jamais gagné. Donc ça, ce collectif, quand il fonctionne, on peut relever les défis les pires, les plus durs. Et je crois que les entreprises comme Beneteau, qui ont vécu des périodes, des fluctuations absolument extraordinaires, dures, ils ont trouvé les solutions, ils ont manœuvré admirablement. Et combien d'entreprises ont manœuvré admirablement dans des périodes difficiles? Donc c'est l'espoir qui, en fait, est le moteur. Et cet espoir, il se calcule pas. Il se calcule pas uniquement par les bénéfices ou les résultats d'une entreprise, même si, effectivement, c'est fondamental. Et alors peut-être je vais faire, et du coup je fais une petite parenthèse historique. On parlait des guerres de Vendée, il y a avec panache finalement. on revient à ça. Mais effectivement, je pense que c'est intéressant ce que vous évoquiez, la notion de raison d'être. Et finalement, la finalité du travail est importante. Mais je dirais que au-delà de ça, je pense qu'il y a besoin de faire évoluer aussi peut-être le modèle sur. Alors, il y avait peut-être un modèle paternaliste et aujourd'hui, pour autant, ce que vous évoquez, et moi c'est très parlant pour moi, c'est une responsabilisation. Et pour moi, si on responsabilise les équipes, on va leur donner de la fierté. Parce qu'on a besoin de fierté. On parle beaucoup de raison d'être et la finalité du travail. Moi, je trouve ça intéressant. C'est très à la mode. Mais moi, j'ai aussi envie d'être fier. Et je pense que d'ailleurs, le Vendéen est fier de son territoire. Donc, la fierté, c'est une notion importante. Et la notion de responsabilisation, pour moi, il y a plusieurs éléments. On les a évoqués. Il y a l'aspect solidarité, collégialité, être capable de prendre des décisions dans l'entreprise. J'ai besoin de me sentir impliqué. Et finalement, pas forcément qu'on prenne la décision, le chemin que j'avais choisi, mais avoir le sentiment d'écoute et de pouvoir collectivement, collégialement prendre une décision, ça c'est important dans la responsabilisation, et la notion de subsidiarité aussi. Et je pense que ça c'est important. Finalement, quand je suis chef d'entreprise et que je suis en capacité de déléguer ou en tout cas de faire prendre à mes équipes les décisions qui sont inhérentes à leur mission, parce que moi, mon rôle de chef d'entreprise, c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir une stratégie, et mon rôle en tant que chef d'entreprise, c'est pas faire le pompier et d'aller, parce que les équipes sur le terrain, elles savent mieux comment fonctionne la machine, elles savent mieux comment le procédé de fabrication, il doit être optimisé. Ça, c'est important, et je pense que donc la pérennité du modèle passera par la responsabilisation. Enfin, pour moi, c'est ce qui existe, déjà. Oui. Donc, en fait, le modèle vertueux, c'est le modèle vendéen. Enfin, on est déjà pour moi, les patrons, enfin, quand on regarde dans l'histoire ou encore aujourd'hui, enfin, étaient déjà à l'écoute des salariés parce qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, ils se retrouvent sur le terrain de foot, etc. Donc, c'est l'échelle humaine qui fait ça, justement parce que on n'a pas une grande métropole, la Vendée n'a pas, et donc c'est le côté proximité. Permet un échange plus prompt. On se retrouve encore à la buvette, parce qu'on parlait de philanthropie tout à l'heure, mais on se retrouve encore à la buvette du basket quand on est un nouveau patron vendéen quarantenaire, ou alors il y a moins cet esprit maintenant? Je pense qu'on se retrouve encore à la buvette, et moi je connais pas un quarantenaire qui aime pas boire un coup. Oui, mais peut-être il le voit pas avec ses équipes. Alors, je pense que si, moi j'ai l'implication des patrons, elle est claire, et il y a pas de doute aujourd'hui. Je pense que évidemment le modèle où je suis à la buvette parce que je suis impliqué dans le club de basket, parce que en fait je suis mécène parce que j'aide, c'est ce ruissellement aussi, c'est le patron vendéen comme on vous connaissait, André Barthaud, c'est on aide le club de basket, on finance la salle des fêtes, et puis enfin voilà, il y a vraiment ce côté, le territoire, on le fait vivre parce qu'on emploie des gens, mais aussi parce qu'on aide le tissu associatif. Mais moi, j'en doute pas. Et vous voyez, cet été, j'ai eu la chance d'aller à la Cinécénie, et quand je voyais 2600 personnes sur scène, j'ai pas de doute qu'aujourd'hui, ça se pérennise.
Et il n'y avait pas que des têtes grises sur les 2600. Et donc je suis assez, en fait, pour moi, ça passe par l'exemple et c'est un peu comme avec les téléphones portables. Hein. Si en tant que parent, quand on déjeune avec nos enfants, on est toujours en train de l'avoir dans la main, bah il faudra pas se plaindre que finalement les nouvelles générations elles tiennent le téléphone portable. Par contre, si nos enfants, nos petits enfants ou les jeunes chefs d'entreprise, ils voient l'exemplarité qui est donnée par leurs aïeux, par leur père, il n'y a pas de raison que ça se pérennise pas. Enfin, j'ai pas de doute là-dessus. Guylain de la Gatineau, vous vouliez réagir? C'est un peu rebondir sur ce que disait Monsieur Turpot. Enfin, quand le chef d'entreprise va entre guillemets à la buvette ou sponsorise le club, c'est généralement le club de proximité. On est toujours dans cet aspect de proximité. Même si ce sont des grands groupes, les racines sont là. On n'est pas forcément dans ce mécénat, sur le même pied d'égalité ou dans la même idée que les grandes multinationales qui subventionnent des gros clubs de foot. Enfin là, eux, c'est là pour avoir de la visibilité. Or, le tissu local de la PME, c'est justement aussi pour entraîner. C'est pour maintenir aussi le lien commun. Vous avez fait l'amour, André Barthaud. Oui, alors moi, on vit toujours l'expérience d'une initiative associative. On a créé une association il y a 25 ans. Et elle perdure toujours, c'est la Micaline Basket Go. On fait jouer des milliers de gamins sur le territoire national, dans chacune des villes où on est implanté, enfin dans la région où on est implanté, et également on fait venir 800 à 900 gamins pour la finale chaque année à Saint-Jean-de-Mont. Et qui anime cette association? Ce sont en partie les salariés, mais pas que, bien sûr. C'est les gens de Saint-Jean-de-Mont, c'est les clubs alentours et tout. Donc il y a un tissu qui s'est créé extrêmement solidaire autour de cette initiative et qui est porteuse, entre guillemets, de cet esprit vendéen que l'on... Alors, ça existe ailleurs, c'est certain. On a des très bons exemples un peu partout dans notre région, dans notre grande région, dans notre grande Vendée. Mais je crois que ça, c'est un des éléments qui va permettre de faire perdurer cet état d'esprit. Le modèle économique vendéen, il est quand même marqué donc par les entreprises familiales, avec des dirigeants qui incarnent jusqu'à aujourd'hui en tout cas les valeurs de l'entreprise. Demain, si on délègue les responsabilités, si on fait évoluer ce leadership, comment ça va se passer? Alors moi ça y est, j'ai laissé la barre de l'entreprise, donc ça a été pour nous non pas une difficulté particulière en ce qui concerne psychologiquement, puisque ma deuxième fille Sylvia a accepté de relever le défi. Elle travaille depuis de nombreuses années dans l'entreprise, mais rien n'empêche que proposer aux enfants de prendre la relève d'une entreprise familiale, c'est un défi absolument très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et que ma fille s'est terriblement endettée pour prendre la barre de l'entreprise. Donc il y a un enjeu. Il aurait été tellement plus facile pour nous, moi et ma femme, de vendre l'entreprise aux Chinois. Et pourquoi vous l'avez pas fait? Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'aime cette entreprise, parce que je sais que ma fille réussira à relever le défi des années qui viennent. Et puis je sais que je dois, entre guillemets, assurer la confiance que tous les magasins nous ont portée. Il y en a quand même 250. Je dois assurer cette confiance et donc on va pas changer d'esprit. Donc c'est surtout ça. Parce que la franchise, c'est un état d'esprit très particulier. C'est pas du management pyramidal, hein. C'est un état d'esprit. Donc on va relever le défi, enfin elle va relever le défi, hein. Mais tout ça pour dire que je vois l'avenir immédiatement difficile parce que la conjoncture est absolument indigne, la conjoncture politique française est absolument abjecte, mais j'espère qu'on va sortir de l'ornière. Bon, j'ai un bon ami qui fait partie de ce gouvernement, hein, je ne vais pas vous le citer. Je pense qu'il se bat comme un beau diable, mais il n'est pas tellement soutenu parce que le système est autobloquant. Mais quand tout ça va exploser, j'espère qu'on va voir ces hommes de bonne foi, de bonne volonté, qui vont travailler sans doute pour des gens honnêtes et dans le bon sens. J'y crois vraiment. Je crois même qu'on est à la fin d'un cycle et que ça va changer.
Ce leadership, cette aura que peut incarner André Barthaud, comme ça peut être le cas d'André Liébaud, voilà, ça a été des fondateurs, des capitaines, ils ont la confiance des investisseurs, la confiance des salariés. Comment est-ce que la relève fait pour incarner et prendre la mesure de ce leadership ? Alors, il y a plusieurs éléments. Et quand je vous écoutais, pour moi, ce que je me suis dit aussi, c'est attention, il faut pas. Je pense que c'est pas forcément la solution d'avoir une transmission familiale. Et je ne doute pas que c'est une bonne solution. Mais ce que je voulais dire, c'est attention, il faut aussi de temps en temps être conscient. Peut-être que c'est pas la bonne, on n'a pas les bonnes personnes et finalement notre famille ou nos successeurs ne sont pas en capacité ou en envie finalement de reprendre. Et je pense qu'il faut reprendre pour les bonnes raisons. Donc et avoir une bonne réflexion. Et il faut aussi être capable certainement, et c'est peut-être ça assure la pérennité, de se dire de temps en temps, bah non, il n'y a pas en tout cas les éléments ou tout ce qui va faire que qu'on va vers les facteurs clés de succès, sont pas réunis, et donc il vaut mieux passer la main à quelqu'un d'autre temporairement. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps pour une entreprise Michelin qui est aussi une entreprise familiale. Il y a un moment, l'entreprise a dû prendre la décision pour différentes raisons, pour un contexte, de dire bah ce sera plus quelqu'un qui portera le nom de la famille Michelin qui sera à la tête pour aussi assurer sa pérennité. Donc ça, c'est un premier élément. Ça me paraît complètement juste ce que vous dites. Évidemment que c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. La nécessité, c'est de savoir quel avenir avec telle personne de la famille est-ce qu'une personne de la famille peut incarner l'avenir de l'entreprise. C'est ça. Et quand vous l'avez, il ne faut pas louper l'occasion, quoi. C'est ça que je veux dire. Exactement. Il ne faut pas que le chef d'entreprise, égoïstement, se dise non, voilà, on va vendre la boutique et puis on n'en parle plus. Donc voilà, nous on a la chance d'avoir notre fille qui est vraiment mordue et compétente. Donc je ne doute pas de l'intérêt qu'elle porte à l'entreprise, et je suis à peu près sûr que le défi sera relevé, même s'il est très très lourd, surtout alourdi, je vous dis, comme pour toutes les entreprises, par le contexte actuel. Et c'est quoi les autres choses auxquelles vous avez pensé ? Alors, et les autres choses après, c'est effectivement, il faut à la tête des personnes qui ont ce leadership, cette capacité. Alors, c'est quoi le leadership ? Peut-être essayer de tenter une définition, mais des gens inspirants, des gens qui sont ouverts sur le monde, des gens qui sont qui ont de l'empowerment, la capacité à embarquer les équipes, à fédérer les équipes, qui donnent confiance dans les équipes. Voilà, je sais pas si j'ai. Voilà, mais alors ça paraît très bien. On voudrait avoir une baguette magique et avoir ça, mais s'il y a pas ça, ça peut le fragiliser ce modèle, parce qu'on a l'impression, en tout cas au fur et à mesure de la définition que Marie nous a fait au début des écoutes, qu'il y avait quand même une incarnation dans ce modèle. Je pense qu'effectivement, et quand on discutait tout à l'heure, là, je pense que ça reste néanmoins fragile. Et même si effectivement on a l'impression de raconter depuis tout à l'heure que la recette elle est simple, c'est faux. Elle est surtout pas simple. Elle est surtout pas simple. Complètement. Elle est surtout pas simple. Et en plus, il suffit de pas grand chose pour que finalement ça s'en aille, pour perdre la confiance, voilà. Donc c'est aussi c'est plein de petits points. J'ai tendance à dire effectivement que le progrès, c'est plein de petites adaptations, et c'est pas des phénomènes de rupture. Et donc, je pense qu'il faut conserver le modèle, l'appliquer, et par petites touches, être capable de l'adapter pour le renforcer, pour le pérenniser. Ouais. Oui, mais la solidarité, ça s'invente pas le jour où tu as un problème. La succession, ça s'invente pas le jour où tu veux lâcher obligatoirement. C'est un travail de très longue haleine qui est anticipé. Et je crois que ça se cultive, ça. Si c'est comme le reste, ça se cultive. Culturellement, dans l'entreprise, ça se cultive. Et je crois que l'attachement... alors, les meubles Gautier, par exemple, ont effectivement une difficulté actuelle. Bon, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont vécu une période absolument extraordinaire où Ce sont les salariés qui ont sauvé la maison. Et je crois que ça peut revenir. Non seulement pour les meubles Gautier, mais pour toutes les entreprises de Vendée qui aujourd'hui sont secouées. On a vu quand même, alors on va revenir à l'histoire, mais ça je vais vous laisser la parole. L'histoire, c'est que on a trouvé des chefs vendéens et ils ont réussi à mobiliser autour d'eux pour une cause très difficile,
qui a été finalement, bon, on sait qu'on est désormais des vrais républicains, bien sûr, mais on n'en reste pas moins fiers de ces chefs vendéens qui ont su relever le défi. Eh ben, c'est un petit peu ça, quoi. Je veux dire, on croit, on a la foi en notre avenir, on a la foi, eh bien, à part ça, je veux dire, on franchit des montagnes, quoi. Pierre-Emmanuel, quand André Barthaud a évoqué Gauthier, je vous ai vu, mais vous relevez le visage illuminé. Non, je pensais, on parlait de comment on pérennise le modèle, là, comment finalement on arrive à la succession. Et j'aime bien prendre alors, je pense que ce qu'on évoque depuis tout à l'heure aussi, c'est le développement des compétences. Être capable, pour un leader, pour un chef d'entreprise, pour un décideur, de développer les compétences de ses équipes. Ça, je pense que c'est important. Et dans le cadre de la succession, ça me faisait penser, vous savez, aux parents qui apprennent à faire du vélo à leurs enfants. Et de temps en temps, j'ai parlé moi-même de la compétence finalement des enfants et de leur capacité à reprendre la relève. Et je pense aussi que c'est aussi une responsabilité du cédant. D'être capable finalement de lâcher la barre et d'accompagner. C'est toujours plus facile et plus simple pour les deux de garder les petits trous quand on fait du vélo, mais finalement on va pas très loin avec des petits trous. Mais c'est cette capacité qu'a le cédant à un moment donné lâcher pour que ça parte, avec le risque qu'à un moment on tombe, et de toute façon on tombera, mais de toute façon on sera mal à un moment donné. Je pense qu'il faut pas infantiliser les gens des entreprises, les salariés. Je pense qu'au contraire, c'est leur donner le vélo sans les petits trous, tout de suite. Dire, bon les gars, on est dedans. Ça passe ou ça casse. C'est ça en fait. C'est d'une mission impossible, donner l'apparence d'un enjeu dont ils ont les clés, individuellement. Et ça, c'est carrément le rôle d'un leader. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde l'état de la France d'aujourd'hui, on a un leader qui s'occupe de tout sauf de la France. Bon, bref. Mais on va pas parler de ça. Pour revenir à nos moutons, c'est comme ça qu'on va acquérir la fierté. C'est comme ça qu'on acquérera la fierté, en donnant la capacité aux gens de se l'exemplarité, je mouille ma chemise. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez prendre la balle au bond et on y va? S'ils sont d'accord, ça va y aller. Mais ça, c'est sûr. Il n'y a pas de... Les gens... Alors, ils sont attachés à leur territoire. Ils sont attachés à leur culture. Ça a été entretenu, ça a été cultivé. Ils se sentent bien. Ils sont peut-être moins bien payés qu'à Paris. Ça, c'est possible. Mais ils n'ont pas le même point de vie. Ils n'ont pas non plus les mêmes chances sur le plan du biotope que ce qu'on a. Alors, sans parler de la Vendée, elle n'est pas unique dans ce cas. Il y en a plein autour de nous, des départements qui sont très intéressants. Donc, la région tout entière est intéressante. On voit des fleurons un peu partout. Mais je crois que cette culture d'entreprise, il faut se battre pour l'entretenir. Et je crois qu'il y a une association qui s'appelle OPCI, qui est basée dans mon petit coin de Vendée, là-bas, dans le Marais breton, qui veut s'occuper de mettre en place une association, enfin un fonds de solidarité pour relever le défi des valeurs immatérielles des entreprises, de la vie quotidienne de ce monde économique. Donc là, il y a un vrai sujet on a rencontré le président du département qui me semble très ouvert, comme vous le disiez tout à l'heure, à juste titre. Tous nos hommes politiques qui sont succédés, ils se sont battus pour la Vendée. Ils se sont battus, ils ont réussi le désenclavement avec brio. Ils ont réussi à faire briller bon nombre d'entreprises sur le département et dans notre grande région. Je pense qu'il faut continuer, il faut avoir la foi et puis il faut se battre. Il faut se battre avec détermination et surtout faire confiance aux gens honnêtes, aux gens qui veulent travailler. Et ça, c'est le vrai deal des années à venir. Marie Lodoir va poser une dernière question. On pourrait en débattre 1000 ans de ce modèle vendéen, je l'ai bien compris. Très, très rapidement, finalement, le principal atout et qui peut nous rassurer pour l'avenir, la force de l'économie vendéenne, c'est sa résilience, sa capacité à rebondir très rapidement. Oui, non? Oui, absolument. Oui. On peut être que d'accord avec ça. C'est la résilience et puis il faut savoir rebondir sur les événements, quels qu'ils soient, même s'ils sont actuellement un peu durs. Bref, c'est un modèle inspirant. Et c'est ce qui se passe depuis des décennies. Oui, c'est ça.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour nous parler de l'avenir de ce modèle vendéen. Guylain de La Gâtinais, je rappelle que vous êtes expert conférencier chargé de mission délégué au sein de l'association Cahier, qui est une association qui est spécialisée dans l'histoire de l'économie locale. Pierre-Emmanuel Turpot, vous êtes fondateur et associé du cabinet de conseil en stratégie développement Hercule P. Vous êtes aussi président du COMEX 40 qui réfléchit justement à comment adapter ce modèle vendéen à l'avenir aux côtés de Victoire de Villiers. Et puis André Barthaud, vous êtes le fondateur de l'Amicaline, l'ancien président de l'entreprise. Et puis vous êtes aussi le fondateur de ce fonds pour préserver le patrimoine immatériel de l'industrie vendéenne que vous nous avez évoqué. Merci à tous les trois, c'était passionnant. Et on termine ce Parlons-en en association avec l'informateur judiciaire. Justement, en feuilletant le magazine, il sort ces jours-ci dans vos kiosques sur Internet ou en version numérique. On y retrouve quoi à la une ce mois-ci, Marie, dans votre magazine ? Eh bien, à la une, c'est Philippe Gauthier qui est notaire nantais et dernier président délégué de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique. Il entend renforcer le lien avec les citoyens à l'heure où les évolutions de la société imposent de repenser certaines pratiques. Dans le reste du sommaire, on a aussi une de ces grandes figures qu'ont fait la Vendée. Et oui, on retrouve notamment un portrait de Gustave Rideau, capitaine d'industrie à l'imagination débridée mais réaliste. Leader français de la véranda, le groupe vendéen Gustave Rideau célèbre ses 50 ans cette année. Porté par l'audace, l'énergie et l'instinct de son fondateur, la petite entreprise artisanale de charpente menuiserie est devenue au fil du temps un fleuron industriel. Depuis 2 ans, une deuxième génération assure la relève avec fierté. La transmission familiale dont on parlait il y a quelques minutes. Il y a aussi de l'innovation dans le magazine. On en retrouve notamment avec le projet Cultive. Fondé par Vanessa Correa et Baptiste Saunier il y a 3 ans, Cultive vient de lever 1,8 million d'euros pour accélérer le déploiement de son modèle de micro-ferme maraîchère bio. Un concept innovant qui combine maraîchage et arboriculture. Plus qu'un modèle innovant, la méthode Cultive repose sur un parcours métier d'1 an axé sur la pratique. Ça cible les NIMA, N-I-M-A, des exploitants non issus du milieu agricole. Grâce à cette opération financière, Cultive espère former 700 néo-maraîchers et implanter près de 500 micro-fermes à l'échelle nationale d'ici 2035. Et puis dans le magazine, il y a aussi cette spécificité de regard croisé comme on l'a fait pendant cette émission, puisque vous avez des experts, le cercle des experts. Alors ils nous racontent quoi ce mois-ci ? Alors plein de choses, mais on retrouve notamment un article sur les nouvelles formes de travail à l'horizon 2030. Alors c'est un long article, mais il est passionnant et il est écrit par Marielle Barbe et Teddy Travers, qui sont cofondateurs de l'Observatoire du Slashing. Et il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, le poids croissant du numérique et de l'IA, l'intelligence artificielle, dans toutes les formes de travail, notamment dans la santé et la transition écologique. Le deuxième point, c'est que demain, le travail sera hybride et pluriel. Le salariat unique et linéaire s'efface au profit d'une hybridation entre freelance, CDI repensé et multi-activité. Ainsi, les carrières deviendront de plus en plus modulables, mobiles et choisies plutôt qu'imposées. Et un chiffre à retenir, ou 2 plus exactement, un actif exercera en moyenne 13 à 15 emplois au cours de sa vie. Et une dernière petite chose, peut-être Aubery, si vous le permettez, le numéro 7225, et oui, 7225 DJ est déjà en ligne et dans les kiosques. La liste de nos points de distribution est disponible sur le site informateurjudiciaire.fr. Merci beaucoup à nos invités, à vous, Marie Laudoire, d'avoir été avec nous pour ce premier numéro de Parlons-en, parlons d'économie en collaboration avec l'informateur judiciaire. On se retrouvera le mois prochain.